Bienvenue mesdames et messieurs sur le plateau de votre émission alternative. C'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau thème consacré à la pratique de l'agroécologie en milieu scolaire et universitaire. Sachez-le, plusieurs initiatives de nos jours prônent l'intégration de la pratique de l'agroécologie à l'école ou à l'université. Et je reçois pour vous trois invités pour en parler et qui vont bien entendu nous donner également des astuces pour réussir nos jardins potagers à l'école ou à la maison. Je reçois Michel Ignada, qui est chargé de communication à Napambeogo. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame, merci beaucoup à vous. Je voudrais ici au nom du fondateur de l'association Napambeogo pour la culture et l'agroécologie remercier toute l'équipe de Burkina Info qui nous donne l'occasion de s'exprimer à tout moment quand on a besoin de vous. Merci. Alors, à côté de vous, nous avons Monsieur André Bélier qui est chargé de mission en agroécologie à Haute-Terre. Bienvenue à vous. Voilà, merci madame. Et en face de vous, nous avons Monsieur Amadou Paré qui est lui chargé de mobilisation aux journées des jardins potagers sains, mais également conseiller en communication. Bienvenue à vous. Merci madame de nous recevoir sur votre plateau. Merci également à toute l'équipe technique qui est en charge de la réalisation de cette émission. Et merci à tout le staff de Burkina Info qui nous fait le plaisir de parler d'agroécologie ce soir. Alors merci à tous les trois de répondre présent donc à l'invitation de Burkina Info. Sans plus tarder, nous allons entamer cette émission donc par un rappel de la définition de l'agroécologie. Monsieur Ignada, que doit-on comprendre par agroécologie? Alors, l'agroécologie ici consiste pour le paysan à imiter la nature dans son champ, à travailler avec la nature et non pas contre elle, tout en excluant tout produit chimique de synthèse. Donc voilà un peu ici une petite définition de l'agroécologie. Alors, monsieur Bélier, pour vous, c'est quoi l'agroécologie et quels sont les avantages de cette pratique? Donc, merci bien. Il faut dire que l'agroécologie, c'est en fait un ensemble de pratiques agricoles responsables, durables, qui, comme Michel l'a dit, qui minimise ou qui réduit en fait l'utilisation des intrants chimiques et qui valorise plus le processus des agroécosystèmes et qui valorise effectivement les connaissances des producteurs pour l'aboutissement d'un système alimentaire durable. C'est ce que je peux dire de la définition de l'agroécologie. Et pour ce qui est des avantages de l'agroécologie, il faut noter que les avantages de l'agroécologie se situent à trois niveaux. Il faut noter que sur le plan économique, environnemental et sur le plan social. Et sur le plan social, il faut noter que l'agroécologie contribue à l'amélioration de la sécurité alimentaire des ménages. Ça contribue également à la diversification des sources de revenus des ménages. Et ça contribue effectivement à un système alimentaire équilibré au sein du ménage. Et ça permet aussi de renforcer en fait les liens entre les producteurs. Et pour ce qui est des avantages économiques, l'agroécologie contribue en fait à la résilience des producteurs sur le plan financier. Ça contribue également à l'amélioration des revenus des ménages. Et sur le plan environnemental, il faut noter que l'agroécologie contribue en fait à une gestion durable de la fertilité des sols. Ça contribue également aussi à la biodiversité de l'environnement à travers l'utilisation des semences paysannes. Il faut noter que aussi sur le plan environnemental, ça contribue fortement à la réduction de l'émission de gaz à effet de serre. C'est ce que je peux dire sur les avantages de l'agroécologie. Alors merci Monsieur Bélier. Vous avez mentionné un mot qui me permet de faire un retour à Monsieur Ignada avant donc de revenir à Monsieur Paré. Vous avez parlé dans la définition de minimiser l'utilisation des intrants. Est-ce à dire que même en agroécologie, il est permis quelquefois d'utiliser des intrants? Chez nous, en agroécologie, à Napambeogo surtout, nous n'autorisons pas les produits chimiques. Vous savez, il y a en agroécologie, il y a certaines fautes qu'on ne peut pas donner. Ce n'est pas comme en biologique où on ne pardonne pas, on ne pardonne pas. Donc il faut dire qu'en agroécologie, pour nous, on n'utilise pas de produits chimiques de synthèse. Donc à ce niveau, on ne joue pas avec ça. D'accord, Monsieur Paré, pour vous, c'est quoi l'agroécologie et quels sont les avantages? Pour faire simple, hein, je dirais à l'image de ce que les deux collaborateurs viennent de dire, pour faire simple, je dirais que l'agroécologie, c'est travailler avec la nature
pour pérenniser la nature et non travailler contre la nature. Parce que quand on prend ce qui se passait dans le passé, si je peux m'exprimer ainsi, on utilisait beaucoup la nature pour produire. Aujourd'hui, c'est ce que nous essayons de défendre, utiliser les avantages que nous offre la nature pour pouvoir produire sain. Il a dit tout à l'heure, en agroécologie, il n'est pas toléré d'utiliser des produits de synthèse parce que sûrement qu'au cours de l'émission, on va revenir sur tout ce qui est inconvénient de l'utilisation de ces produits chimiques-là. Mais en agroécologie, ce n'est pas utilisé. Et à partir du moment où on n'utilise pas de produits chimiques, ça veut dire qu'on consomme sain. Quelqu'un l'a dit, hein, le premier médicament, c'est ce que nous mangeons. Donc à partir du moment où l'agroécologie permet de produire sain, il va sans dire que ce que nous consommons sont des produits sains. Donc un des gros avantages, en plus de ce que les collaborateurs ont dit, c'est de mettre à la disposition des populations des produits sains pour leur éviter un certain nombre de maladies dues justement à ce que nous consommons. Alors nous en venons donc aux conditions à respecter dans la pratique de l'agroécologie, M. Nyada. Oui, les conditions, c'est surtout de ne jamais utiliser les produits chimiques de synthèse, de travailler avec le compost, rien que le compost, de fertiliser son sol pour que son sol soit très bien riche. Bien avant, il faut décompacter le sol pour faire bien un mélange et aussi de savoir aussi utiliser les semences et préparer aussi à côté un biofertilisant, un bioprotecteur pour repousser les insectes. Voilà un peu quelques conditions pour être en agroécologie. Alors nous avons promis de donner quand même quelques astuces à nos téléspectateurs sur comment réussir son jardin. Vous avez parlé de l'aménagement de la terre, ouais. Vous avez également parlé des intrants, de fabriquer un biopesticide. Voilà. Ouais. Mais en matière donc de préparation du sol, qu'est-ce qu'il faut? Le sol, il faut de la terre noire. Il faut du compost bien mélangé et il faut bien arroser et laisser un temps un peu pour que la terre puisse bien se décomposer pour réduire un peu l'acidité. Donc c'est un processus qu'il faut préparer. Il faut être patient en agroécologie. On le dit toujours aux gens, il faut être patient et on aura un bon résultat. Alors, M. Bélier, pour vous, quelles sont les conditions à respecter dans cette pratique? Okay. Il faut dire que ce qui est des conditions à respecter, je pense que le collègue Nyada a abordé un certain nombre d'éléments. Il faut noter qu'en agroécologie, il y a ce qu'on a appelé les principes de l'agroécologie. Et lorsqu'on va vers les conditions, il faut prendre en compte ces principes-là. Et comme il l'a dit, ces principes-là vont dans le sens du recyclage. Et le recyclage, c'est l'un des principes qui a été édité par la FAO, qui prend en compte ce que M. Nyada a dit, qui est l'utilisation en fait des ressources locales, telles qu'on a le compost, la valorisation des résidus de récolte pour faire le compost, qui est un élément très important pour l'agroécologie. La matière organique, c'est le moteur même de l'agroécologie, donc il faut cet élément-là pour arriver à donner en fait plus de vie au sol, puisque le sol, c'est un élément vivant, et c'est la matière organique qui va donner vie au sol à travers tout ce qu'on a comme propriété physique et chimique au sol. Et deuxième élément, ce qui est intéressant comme condition, c'est en fait ce qu'on a appelé la co-création. En agroécologie, on n'impose pas. Voilà, c'est un co-apprentissage de l'ensemble des acteurs pour aboutir à quelque chose de consensuel et quelque chose de durable et qui sera accepté par tous, qui est un élément très important dans l'agroécologie, la co-création, comme il l'a dit. Il y a également aussi ce qu'on appelle la synergie. Le collègue l'a si bien dit, il faut travailler avec l'ensemble des éléments de l'environnement et ne pas aller contre l'environnement. Donc la synergie d'action permettra en fait de pouvoir valoriser de façon durable ce qu'on doit mettre en place. Donc c'est ce que je peux dire un peu comme condition en plus de ce que Michel a déjà abordé. Alors M. Paré, j'aimerais ici vous demander quelles sont les limites de l'agroécologie, parce que en ayant en image certaines réalités que les producteurs vivent, quand on écoute et quand on voit tout ce qui est pratique de l'agroécologie, c'est à petite dimension, alors qu'il y a des productions à grande échelle. Alors quelles sont les limites de la pratique de l'agroécologie? Okay, merci bien. Avant de parler des limites de la pratique de l'agroécologie, j'aimerais bien revenir sur la précédente question. Les conditions, il est important d'insister sur les semences.
de par le passé, quand vous rentrez dans les cases de papy au village, vous voyez des épis de maïs qu'on a accrochés, voilà. Donc, pour dire qu'en agroécologie, la semence est également un élément très important. À partir du moment où vous avez une bonne semence, le reste s'ensuit et puis on est sûr. C'est quoi une bonne semence pour vous? Est-ce que vous parlez ici des semences locales? Parce que ce qu'on paye en boutique aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit des semences locales. Est-ce qu'il s'agit de ça? Oui, il s'agit surtout des semences locales et bien sûr, il y a des producteurs à l'échelle nationale qui sont en charge de la production de ces semences-là, qui suivent un itinéraire technique qui permet au finish d'avoir des semences qui permettront d'avoir des produits finis qui respectent toutes les conditions de l'agroécologie. Donc, il y a la question de la semence, il y a également la question du compost. Tout à l'heure, quand on arrivait à la télé, j'ai vu qu'au niveau de la façade, ça a été bien nettoyé, on a bien balayé, c'est bien beau. Et il y a un tas de feuilles qui est déposé. Sûrement qu'on attend les bonnes dames qui vont venir ramasser ces feuilles. Pour vous dire que rien que ces feuilles-là peuvent être utilisées, suivant bien sûr un certain nombre de pratiques, pour faire du compost qui peut être utilisé dans l'agriculture bio, dans l'agroécologie. Donc, pour dire que le compost est important, la semence est également importante. Maintenant, pour venir à la question des limites, il y en a beaucoup. Et l'une des premières limites que je vois personnellement, c'est la réticence des changements de mentalité ou la réadaptation des mentalités. Parce que de par le passé, c'est pratiquement l'agroécologie qui était pratiquée. Pratiquement. Donc, le monde évoluant, des nouvelles découvertes avec tout ce que la science a pu nous apporter comme bienfait, il y a eu des changements, on s'est écarté de ces pratiques-là. Donc aujourd'hui, pour pouvoir remodeler les mentalités et revenir à l'agroécologie, ce n'est pas aussi facile. Mais c'est un travail de longue haleine, on est conscient, on s'y met à fond afin de permettre aux populations, aux producteurs de comprendre que c'est la meilleure pratique, même s'il y a des difficultés. L'autre limite également, c'est la gestion de l'espace, je vais appeler ça comme ça. Si j'ai un champ où je respecte tout ce qui est conditions agroécologiques, est-ce que mon voisin moi aussi qui est à côté, est-ce qu'il respecte? S'il ne respecte pas, quel pourrait être l'impact sur l'effort que je suis en train de fournir? Avec les résistances. Avec les résistances, tout et tout. Donc, on est d'accord qu'il y a des limites, mais ce n'est pas parce qu'il y a des limites qu'on ne peut pas y aller. Donc, on est conscient qu'il y a des limites, il y a des difficultés, mais on n'a pas le choix. Il faut y aller. Alors, M. Nyada, il y a la question de la dimension du jardin ou la dimension du champ que je viens de mentionner tout à l'heure. Il y a également que l'expérience a montré que quand on change de milieu, les conditions changent, les ravageurs ne sont pas les mêmes. Il y a des endroits où les attaques par les ravageurs sont plus virulentes que dans d'autres milieux. En ville, qu'on soit en ville ou dans un bas-fond, il y a cette différence-là. Et les producteurs, il y a des producteurs qui te disent clairement que c'est impossible de ne pas utiliser, par exemple, des produits chimiques de traitement contre les ravageurs, sinon ils ne récolteront rien. Et moi, j'aimerais que vous reveniez sur ces questions de limites et par rapport à cette réalité que je viens bien entendu de mentionner. Bon, les limites en agroécologie, il faut d'abord noter que nous avons des connaissances techniques très insuffisantes au niveau de l'agroécologie, le manque d'informations. Au niveau de l'agroécologie, il est possible de cultiver avec du compost tout en excluant de la produits chimiques de synthèse. Voilà, donc avec les ravageurs, il faut noter que pour quand même maîtriser ton champ, il faut faire parfois des rotations de culture pour quand même dépayser les insectes. Donc à ce niveau, je pense qu'il est possible de produire avec du compost et récolter un bon rendement. Oui, mais le compost, d'accord, nous passons à M. Bélier. Le compost, c'est pour enrichir le sol. Oui. Voilà, mais il s'agit là, par exemple, des ravageurs qui attaquent la plante. Dès que la plante pousse, très rapidement, elle est attaquée et elle meurt tout de suite. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire à ce niveau? Merci bien. Je pense que le collègue Nyada a abordé un élément intéressant. Quand il parle de compost, je prends un exemple. Vous savez, en fait, un enfant qui est bien nourri
il est plus résistant aux maladies, aux attaques, aux pathogènes et tout et tout. Donc c'est dans ce sens que M. Niada a abordé la question du compost. Un compost de qualité bien apporté à la culture permet à la culture de développer un certain nombre de capacités de pouvoir réagir face à l'attaque des bioagresseurs. Donc ça, c'est un élément qu'il faut prendre en compte. Mais deuxième élément, pour la gestion des ravageurs, dans le cadre de l'agroécologie, il faut signaler qu'il y a ce qu'on a appelé en fait les bio-intrants, principalement les biopesticides. Et ces biopesticides-là sont en fait un élément capital dans la gestion en fait des ravageurs. Aujourd'hui, M. Paré a abordé en fait la question sur en fait la réticence et peut-être l'ignorance qu'un certain nombre de producteurs ont sur en fait les actions, la qualité en fait des biopesticides. Sinon, il est avéré par la recherche, par la science, qu'il y a beaucoup de biopesticides qui contribuent effectivement à en fait, agir sur les bioagresseurs. En fait, l'objectif ici de rechercher, c'est que les biopesticides soient répulsifs. Il ne faut pas en fait tuer en fait les individus, puisque nous sommes dans un système où c'est une chaîne alimentaire. Donc en fait, en tuant un certain nombre d'insectes, on peut jouer en fait sur le déséquilibre agroécologique. Donc ça peut avoir des conséquences, la norme. Je prends un exemple, on a en fait le cas des pièges à insectes, qui sont des pièges jaunes comme ça. Voilà, ça c'est pas un produit de synthèse, c'est un piège qu'on installe en fait dans la parcelle. Et lorsqu'on met ce piège-là, vous verrez que ça va en fait attirer en fait beaucoup d'insectes qui vont se coller en fait sur ça. Et ça permet de gérer de façon efficace les attaques des ravageurs. Alors, M. Paré, allez-y. Si je peux compléter. D'accord. Il faudrait peut-être élargir un peu plus les réflexions. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est le producteur qui impose ce que le consommateur doit consommer. Donc, si le message est bien entendu par les consommateurs, il va arriver un moment où les consommateurs vont demander des produits essentiellement sains. On va dire ça comme ça, essentiellement sains. Les producteurs n'auront pas un autre choix que de produire ce qui est demandé sur le marché. Premier constat. Deuxième constat, nous sommes dans un monde d'intérêt. Quand vous avez quelques chercheurs, quelques praticiens qui sont face à des grosses firmes qui ont de gros moyens, qui imposent des produits chimiques sur le marché, on pourrait penser qu'on n'a pas le choix. Aujourd'hui, nous avons des pratiques endogènes qui, menées à grande échelle, peuvent permettre de produire à grande échelle des produits sains. La question peut-être va s'adresser aux autorités, de mettre les moyens suffisants à la disposition de ceux qui sont dans ces recherches-là endogènes pour pouvoir mettre à échelle tout ce qui est pesticides, il a dit tout à l'heure, tout ce qui est pesticides, produit en tenant compte justement des conditions de l'agroécologie afin que nos producteurs puissent avoir à moindre coût et en quantité suffisante des produits qui puissent nous permettre de produire sains. Sinon, parler de développement endogène, actuellement nous sommes en train de produire le blé. De par le passé, c'était inimaginable. Donc, pour dire que ce qui était faux hier peut être vrai aujourd'hui. Ce qui est impossible aujourd'hui peut être possible demain. Tout simplement, il suffit que les gens prennent conscience qu'il faut qu'on y aille. Alors, d'accord, nous parlons véritablement d'un sujet qui intéresse tout le monde, tous les citoyens donc, de ce pays et de ce monde. Il s'agit bien entendu de la pratique de l'agroécologie. Alors, vous l'avez si bien dit, vous avez mentionné quelques limites. La réflexion est posée, bien entendu, sur cette question donc, de pratique de l'agroécologie, surtout avec les mutations que nous avons des ravageurs selon les différentes localités. Il est, à mon sens, important que la recherche s'implique véritablement parce que, par expérience, quand on voit tous les produits qui sont vendus, par exemple, sur le marché, selon l'attaque, il y a un produit pour. Et est-ce qu'en agroécologie, la recherche s'est vraiment investie dans ce sens-là pour prendre la relève? Et je pense que, personnellement, il y a un véritable chantier à ce niveau-là pour convaincre les producteurs, parce qu'il y en a pour qui il est clair que tant qu'il y a des attaques, tant qu'ils n'utilisent pas les produits de synthèse qu'ils ont sur le marché, c'est difficile d'éradiquer, même c'est difficile d'éradiquer en fait ces ravageurs et de sauver en fait sa production. Ça c'est la réalité, parce que je fais aussi le terrain, je fais mes expériences.
par la grâce de Dieu. Donc, je pense que la réflexion est ici posée et la recherche est aussi interpellée à ce niveau-là parce qu'il faut voir d'une localité à une autre selon les ravageurs qui ravagent vraiment les productions pour pouvoir renforcer l'esprit de pratique d'agroécologie pour que ça marche. Ça, c'est ma conviction personnelle parce que j'ai fait aussi l'expérience. Mais nous allons avancer dans cette émission. Je pense qu'il y a M. Bélier qui voulait ajouter quelque chose, s'il n'est pas perdu, bien sûr, très rapidement. Ce que je voulais ajouter, c'est concernant toujours la question des ravageurs. Je pense que la question des semences paysannes est aussi un élément pour gérer en fait cette situation. Vous savez, avec les semences que nous donnent, voilà, améliorées que nous donnent les firmes, ça envoie en fait de nouveaux types de ravageurs. Voilà. Donc alors qu'avec nos semences paysannes, on a déjà la capacité de pouvoir gérer un certain nombre de ravageurs qu'on maîtrise déjà. Mais lorsqu'on va vers les semences améliorées, il y a un nouveau type en fait de ravageurs qui vient et automatiquement il faut un nouveau intrant chimique pour pouvoir le gérer. Donc du coup, c'est ce qui va envoyer qu'on a une multitude de produits chimiques pour gérer au cas par cas. Donc la question des semences paysannes vient également pallier aussi ces éléments-là aussi. Alors très rapidement, nous parlons aujourd'hui donc d'intégrer dans les établissements scolaires et universitaires la pratique de l'agroécologie. Et je pense que c'est ici l'initiative donc de Napambego avec les journées internationales des jardins potagers sains sans produits chimiques. Alors très rapidement, M. Nyada, pourquoi cette initiative et quelle est la vision? Très rapidement. Alors merci beaucoup. Nous avons décidé de créer les journées internationales des jardins potagers sains sans produits chimiques dans les lycées, collèges et universités du Burkina Faso parce que nous avons constaté que au niveau de l'agroécologie, les élèves et étudiants sont un peu éloignés des offres de pratique agroécologique. Donc nous voulons ici créer au sein des établissements des laboratoires vivants et aussi des sources d'éveil pour ces étudiants-là et ces élèves-là qui ne connaissent pas ce que c'est l'agroécologie. Voilà, donc notre vision est de faire en sorte que cela soit beaucoup plus pratiqué sur toute l'étendue du territoire national. Alors, est-ce que on parle en matière d'environnement et de développement durable, il y a la question d'éducation environnementale. Est-ce que c'est l'esprit ici, très rapidement, M. Bélier? Ok, merci bien. Il faut noter qu'effectivement, il y a aussi l'esprit d'éducation environnementale qui est là. Voilà, pour que en fait, l'enfant déjà au bas âge déjà sache ce qu'il faut faire dans la préservation de l'environnement. Et lorsque l'enfant apprend déjà dans le bas âge, nous sommes sûrs que l'avenir du pays est dans de bonnes mains parce que les questions environnementales seront prises en fait dans l'ensemble des politiques et des décisions du pays avec le temps. Ça, c'est aussi l'élément qu'il faut ajouter. Mais en plus de ça aussi, voyons aussi l'aspect nutritionnel. Moi, j'aime aborder cet aspect-là. Puisque vous verrez que dans les cantines, dans les écoles, il y a les cantines scolaires. Et dans ces cantines scolaires-là, on a souvent en fait des repas qui sont le plus souvent basés sur des céréales en fait. Et alors que lorsqu'on a un jardin potager au sein de l'établissement, cela concourt en fait à la diversification de ce que les enfants consomment, d'où un repas équilibré. Et l'initiative vient aussi en appui à l'initiative présidentielle qui est d'assurer à chaque enfant scolaire un repas équilibré par jour. Donc c'est ça aussi en fait le bien fondé de l'initiative de Napambego dans la question des jardins potagers en milieu scolaire. Alors M. Paré, vous êtes chargé de mobilisation donc dans le cadre de ces journées de jardins potagers sains. Est-ce qu'il y a de l'engouement? Combien d'écoles bénéficient actuellement donc de ce programme? Quelle est la vision avec le projet en termes de participation et tout? Et est-ce que c'est une journée qui vient d'être lancée au Burkina Faso ou bien elle existait dans le monde ou en Afrique? Très rapidement. Déjà, pour ce qui est du Burkina Faso, il faut dire que les journées internationales des jardins potagers sains sans produits chimiques dans les écoles, les lycées, les universités, c'est une première. Hein, c'est une première. Lors de ces journées, il y a un concours qui est lancé. Actuellement, nous sommes environ, hier soir, on faisait le décompte avec le comité d'organisation, nous sommes pratiquement à une centaine d'écoles qui se sont inscrites. La bonne nouvelle, c'est que c'est déjà pratiqué au sein d'un certain nombre d'écoles. Pour ne pas faire de publicité, on ne pourra pas citer ces écoles-là. Pour dire que c'est déjà pratiqué, l'idée de ces journées-là, c'est de faire en sorte qu'on puisse avoir un partage d'expérience entre ceux qui sont déjà dans la dynamique et ceux qui aspirent à être dans la dynamique. Donc,
il y a beaucoup d'engouement, et un des engouements justement c'est la tenue de cette émission-là. Une fois encore, on va dire merci à la télé qui nous permet de toucher du doigt les réalités de l'agroécologie. Je vais imager un peu pour qu'on puisse comprendre facilement. À la maison, quand vous avez un jardin potager et que chaque matin, vous dites à l'enfant, voilà, c'est une graine, il faut planter, mettre dans la terre, et tu prends soin, tu arroses, tu vas voir, ça va pousser, donc l'enfant met la graine. C'est un investissement, c'est de l'épargne. Il va arroser, c'est une façon d'entretenir son investissement. Après, l'enfant va voir qu'il y a des feuilles qui ont poussé. Donc, vous voyez un peu l'éducation qu'on est en train de donner à l'enfant, à travers même l'agriculture. On lui apprend à investir, à prendre soin, à bien vivre dans la société, ainsi de suite. Et j'ai ma petite fille à la maison qui, chaque fois qu'elle mange un fruit, une orange, quand il y a un grain, elle dit « Ah papa, je vais aller planter parce que ça va pousser. » Donc j'imagine, quand elle aura 20 ans, 30 ans, elle va se dire « Il faut que j'apprenne à planter quelque chose parce que c'est bien. » Et ça permet de valoriser également le métier de producteur. Justement. Des personnes en général mal vues, marginalisées, si je peux me permettre. Donc pour compléter dans les objectifs qui sont visés, il y a surtout cette activité de plaidoyer, de faire en sorte que c'est pris en compte dans l'initiative présidentielle, mais que ça soit vraiment à grande échelle, dans toutes les écoles, qu'on puisse au moins avoir un jardin potager. Sain ou pas sain, on pourra débattre sur la question, mais l'essentiel au moins, d'avoir un jardin potager sain. De sorte que quand l'élève n'a pas grand-chose à faire à l'école, pendant la récréation, ou bien qu'il s'ennuie, qu'il puisse aller au champ, dans le jardin, faire des petites pratiques. Parce qu'aujourd'hui, si on a la question de la drogue aussi à l'école, ainsi de suite, beaucoup de phénomènes, c'est parce que, voilà. Donc, au-delà du simple fait d'avoir un jardin, c'est toute une philosophie qui est sous-tendue par Napambego et toutes les associations, toutes les organisations qui sont dans l'organisation de ces journées-là. Merci. Très rapidement, M. Inyada, quelles sont les grandes activités de cette célébration et quand est-ce que cet événement se tient? Et en quelques mots, vous nous direz comment s'inscrire donc dans cette dynamique, si une école veut s'inscrire très rapidement. Alors, on n'a plus le temps, donc merci bien, comme M. Paré l'a dit, on a lancé un appel à candidature où nous sommes en train de recevoir les candidatures. Il y a plus d'une centaine d'écoles qui se sont déjà inscrites. L'activité des jardins scolaires cette année, où les journées internationales des jardins potagers va se dérouler du 3 au 11 mars 2025. Donc il y aura plusieurs activités, il y aura des panels, il y aura des tables rondes, il y aura une activité aussi pour le 8 mars, dont on va inviter les femmes à venir apprendre quelque chose lors du 8 mars. Là. Donc voilà un peu, il y aura beaucoup d'activités. Donc nous avons convié les étudiants et les élèves à venir débattre autour de ces journées. Merci, M. Inyada. En quelques secondes, M. Béyé, un dernier mot. Ok, bon, je dis merci à Burkina Info. Et également aussi l'ONG Autre Terre est très content de faire partie du comité d'organisation des Journées internationales des jardins potagers. Alors merci, vous l'aurez compris, fidèles téléspectateurs, chacun de nous devra bien entendu initier un petit jardin potager et cela permet d'éduquer nos enfants, de leur faire prendre conscience bien entendu de la valeur de ce travail de producteur agricole au Burkina Faso. Je dis merci à M. André Béyé, chargé de mission à Autre Terre. Merci à M. Inyada, chargé de communication à Napambego. Et merci à M. Paré, chargé de mobilisation aux journées des jardins potagers. M. Paré qui est également conseiller en communication. Merci à tous les trois d'avoir donc nourri cette analyse. Et merci à vous, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous très prochainement, plaise à Dieu, avec un nouveau thème. Au revoir.